Donc allez-y maintenant, la question à tous les intervenants, parce que il n'y a plus de questions. Bonjour, Claire Jolibois, Université de Paris. C'est par rapport au délai pour commencer à discuter justement avec les gens. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y avait un vote du budget, donc qui pourrait être un moment où on pourrait voir quels sont les besoins en fait du conseil général, par exemple, ou une collectivité. Puisque vous avez vote du budget, vous nous avez dit c'est 6 mois ou 1 an plus tard, on lance l'appel. Enfin, voilà, mais on peut lancer l'appel d'offres 6 mois ou 1 an plus tard. Est-ce que on peut repérer les votes des budgets pour prendre contact avec vous et commencer à démarcher pour le cahier des charges, ou est-ce que c'est déjà trop tard à ce moment-là? Est-ce qu'il faut encore le faire en amont? Donc mon propos, il est sur les 30%, 28%, 30% qu'il faut faire en amont, là. Finalement, qu'est-ce qu'on a comme information publique? Je suis désolée d'être un peu longue, mais j'ai du mal à formuler ma question. Qu'est-ce qu'on a comme information publique qui permettent de détecter qu'il va y avoir un besoin et un appel d'offres qui permet d'avoir justement la fameuse réunion qu'a eu monsieur qui a tout déclenché, finalement? Alors, pour vous répondre, sachez que les délibérations qui sont prises par les conseils municipaux sont normalement consultables. La plupart des sites internet des collectivités, vous allez pouvoir aller voir quelles ont été les délibérations prises. Alors ça peut être effectivement un faisceau d'indices. Ça peut aller beaucoup plus loin, donc ça peut être simplement le projet qui est évoqué. Ça peut aller plus loin, puisqu'aujourd'hui, nous passons quelquefois ce qu'on appelle des délibérations qui autorisent la signature des marchés en amont. C'est-à-dire que avant même qu'on ait passé le marché, vous allez avoir l'objet précis du marché qui va être voté au moment de la... bien sûr, on n'a pas encore le nom de l'attributaire, mais pour certains marchés de travaux notamment importants ou marchés de prestations intellectuelles, on a une délibération qui est prise en amont et qui est signée et qui, du coup, va vous permettre de savoir qu'il y a un appel d'offres qui va sortir. Donc effectivement, il faut être, à mon avis, vigilant sur tous ces documents qui sont en général accessibles. Voilà. Alors, un complément d'information, il n'y a pas de miracle malheureusement, indépendamment de ces pistes-là, c'est le travail terrain. Il n'y a pas de miracle. Alors, j'aurais été content de pouvoir vous dire, bah voilà, il y a telle recette pour pouvoir détecter suffisamment en amont les consultations, mais à part ces indices que vous évoquez, je n'en connais pas d'autres autres que le travail terrain. D'où la nécessité encore d'être sélectif, puisque TPE, PME, on n'a pas les moyens d'aller rencontrer tout le monde. Il s'agit d'être vraiment sélectif pour pouvoir faire ce travail de terrain. Il n'y a pas de miracle. Alors, monsieur A est un bon exemple, c'est qu'effectivement, certaines entreprises décident de répondre à des appels d'offres, c'est peut-être pas le cas dans ce cas-là, tout en sachant qu'il y a peu de chances de le gagner, mais en se donnant pour objectif derrière d'avoir la possibilité de prendre des contacts pour pouvoir construire ensuite. Oui. À l'issue de la décision d'appel d'offres, vous avez la possibilité de pouvoir entrer en contact. Et c'est l'occasion, effectivement, là, de comprendre et donc de progresser qu'est-ce qui a fait que vous avez perdu et de pouvoir donc aider vos interlocuteurs sur d'autres projets, d'autres besoins. Une petite question qui me trotte dans la tête depuis très très longtemps. Comment... Qu'est-ce qu'on peut faire si une entreprise soumissionne à un prix inférieur à ce que ça vaut, à ce que, et à la limite, où elle sera perdante sur ce marché? Alors concrètement, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la notion d'offre anormalement basse. Alors, effectivement, le Code des marchés publics prévoit qu'une entreprise, lorsqu'elle établit son prix, elle doit le faire de manière, j'allais dire honnête, non, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, elle l'établit à partir d'éléments concrets
Et lorsque nous avons des réponses à des appels d'offres et que nous avons des candidats qui se présentent en étant 40-50% en deçà des autres offres, même pas en deçà de notre estimation, hein, juste en deçà des autres offres, nous avons la possibilité de déclarer cette offre anormalement basse. Mais avant de pouvoir le faire, nous avons l'obligation de demander, d'interroger l'entreprise pour qu'elle nous explique son prix. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Il y a très peu de temps, sur un marché d'entretien et de maintenance de bâtiments, nous avons une entreprise qui a répondu vraiment en deçà des autres. Et lorsqu'on lui a demandé des explications, elle nous a dit qu'elle était fournisseur pour les autres prestataires. Donc elle avait forcément un avantage sur eux. Et ça, c'est un des éléments, le Code des marchés publics le prévoit. Si elle a cet avantage-là parce qu'elle est elle-même fournisseur pour les autres, elle peut expliquer son prix bas. Maintenant, on a d'autres entreprises qui nous ont fait des offres anormalement basses, qui nous ont fourni des explications, que nous n'avons pas jugées suffisantes, en tout cas qui n'étaient pas des explications qui, pour nous, étaient cohérentes. Et du coup, nous avons déclaré ces offres anormalement basses. Voilà. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a quand même des règles de concurrence à respecter et tout n'est pas possible. Voilà. Oui, bonjour. J'avais une question par rapport à un point, un des critères que j'ai cru comprendre récurrent, c'est que l'entreprise, pour pouvoir répondre, doit justifier d'un chiffre d'affaires qui représente au moins X fois le montant du marché. Apporter une précision, je pense que peut-être que je ne me suis pas très bien fait comprendre. Je disais qu'auparavant, effectivement, il nous arrivait d'être peut-être de demander d'être trop exigeant en matière de capacité financière vis-à-vis des entreprises, mais que justement la tendance est vraiment plus du tout la même et qu'aujourd'hui, même lorsqu'une entreprise, d'ailleurs c'est ce qui permet aussi aux PME de rentrer sur les marchés publics, quand bien même on a un chiffre d'affaires quelquefois qui n'est pas très élevé. Alors on va quand même être vigilant. Si vous avez quand même un marché qui fait 60 000 euros et que l'entreprise elle fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, on va quand même, on va l'interroger, on va lui demander quelles sont les garanties qu'elle a derrière. Est-ce qu'elle a des marchés, parce qu'elle peut s'être vue attribuer des marchés entre-temps, entre le moment où elle répond à la consultation et le moment où nous on ouvre les plis. Donc on pose la question. C'est-à-dire quand on est vraiment face à une offre, puis quelquefois une offre intéressante, on ne va pas se priver d'une bonne offre au prétexte que l'entreprise. Par contre, on est vigilant quand même. Hein. On ne peut pas non plus une entreprise trop fragile, y compris pour elle, ce sera pas tenable sur un marché, quoi. Donc il faut vraiment mais vraiment demander 4-5 fois la surface financière, enfin que l'entreprise ait une surface financière qui a 4-5 fois le marché public. Après, ça dépend du montant, bien sûr. On en est quand même revenu de ces choses-là. Mais sur du marché de négoce, par exemple, ou une jeune entreprise, moi, ce que je comprends, c'est que il faut d'abord se développer avec le privé, avec des marchés standards, et quand on aura un petit peu d'existence, on ne peut pas compter sur les marchés publics pour se développer quand on est en phase de création. Très honnêtement, moi je peux pas vous dire, enfin je peux pas aller dans ce sens-là parce que je vois des marchés attribués tous les jours et sincèrement, y compris à des entreprises qui sont de jeunes entreprises qui débutent, parce qu'il y a aussi cette volonté d'ouvrir les marchés publics aux PME. Hein. Je veux dire, si le code 2006 a été réformé, c'est aussi avec cet esprit-là. Donc vraiment, non, on est vigilant. Alors effectivement, c'est pour ça que les références sont plus du tout un élément. On peut plus discriminer une entreprise sur cette question des références. Donc si vous n'avez pas de référence dans le public, on ne pourra pas vous dire on vous prend pas parce que vous n'avez pas de référence dans le public. Si vous en avez, c'est bien. Si vous en avez pas, c'est pas ça qui nous empêchera de vous prendre. Alors après, tout est une question aussi d'appréciation de circonstances. C'est-à-dire que si vous êtes une jeune entreprise et que vous vous présentez sur un marché qui fait 400 000 euros, voilà, on va sûrement prendre en considération certains éléments. Maintenant, si vous avez quelques expériences dans le privé, c'est bien, on en tiendra compte aussi. Voilà. Mais si vous n'avez pas d'expérience dans le public, c'est pas forcément rédhibitoire. Complément rapide. Il est difficile de donner une réponse tranchée à cette question. Est-ce qu'on doit commencer par du privé avant le public ? On le voit bien. C'est difficile. Après, ça doit vraiment s'apprécier au cas par cas. Monsieur Rakoto Nana Hari, si je n'écorche pas votre nom, a donné un exemple où effectivement il a commencé à avoir son premier marché public au bout d'un an. Donc heureusement qu'il y avait quand même d'autres marchés privés à côté.
Bon, voilà un exemple où ça montre effectivement qu'il est quand même préférable d'avoir des marchés privés avant. D'un autre côté, si vous dispersez trop, vous perdez le caractère